Donc maintenant, nous allons voir les fonctions de base du manager avec la présentation de leur enchaînement. Alors, le manager, forcément, un peu comme une lapalissade, va manager, c'est-à-dire il va diriger, orienter, conduire, mener, enfin, tous ces verbes d'action qui vont instruire les personnes vers un objectif précis. Donc c'est un peu ça la fonction de base en fait du manager. On l'a déjà vu et on le répète encore une fois, la deuxième fonction essentielle pour le manager est de réfléchir. On pourrait dire aussi que de façon intermédiaire, le manager doit veiller à se libérer du temps pour pouvoir avoir cette capacité de réfléchir. Bien sûr que peut envisager le fait de travailler et de faire des choses. C'est ce que font souvent la plupart des managers, c'est-à-dire qu'ils s'activent à avoir toutes sortes d'activités, à courir un petit peu à gauche et à droite et à solutionner des problèmes de manière curante, si je puis dire. Alors, réfléchir ici, il s'agit de se poser et de réfléchir un petit peu à la façon dont on va opérer de manière à réaliser l'objectif fondamental qui est d'apporter cette fameuse valeur ajoutée. Alors, évidemment, après la réflexion, une fois qu'on a bien réfléchi, à un moment donné, il faut choisir. Donc on ne peut pas continuer à contempler et puis poser plein de questions, intellectualiser un petit peu les choses sans jamais agir. Donc le choix est déjà une première action à mener et une difficulté, je dirais même pour certains managers, à arbitrer quelque part sur une décision. Donc là, il faudra avoir cette capacité à argumenter, pardon. C'est-à-dire à avoir cette forme de pensée qui fait que quand on fait un choix, on l'argumente par rapport à un contexte et donc il faudra bien évidemment avoir cette capacité à être en mesure de bien observer tout le contexte dans lequel on est en train de travailler. Choisir, alors vous allez me dire, choisir, décider, c'est la même chose. Alors pas tout à fait. Le choix ici est simplement la capacité à sélectionner, trier des solutions en général, ou des problèmes même. Donc il y a un arbitrage qui va être fait. Cette argumentation dont je parlais tout à l'heure va nous permettre de décider. Alors on sait très bien qu'il y aura plusieurs choix possibles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs réponses aux problématiques qui seront posées, mais il faudra bien à un moment donné se poser sur une option et puis voir un petit peu ce que ça donne au niveau de cette option-là. Ça va. Donc il y a une prise de risque, en gros c'est ça que ça veut dire, par rapport aux activités à mener en tant que manager. Le manager, ça c'est sa réflexion et sa façon dont il doit travailler, eh bien il va le reproduire plus ou moins chez les collaborateurs, et ce sera à lui de transmettre un petit peu cette connaissance ou cette façon de faire, cette culture, on va dire, chez les collaborateurs, et donc c'est bien une de ses fonctions principales. C'est ce qu'on essaye de faire par l'intermédiaire de la fonction de déléguer. Alors la délégation est, disons, l'élément central du manager. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourrait comprendre les objectifs de l'entreprise en disant, ben voilà, c'est grâce à moi que ceci ou cela se fait, se trompe lourdement, puisqu'en fait, rien n'est possible pour une personne seule. Il faut absolument que cette personne soit accompagnée. D'accord. Tous les grands leaders, ils ont été leaders parce qu'ils avaient des équipes avec eux, et plus l'équipe est performante, plus le leader, entre guillemets, est performant, ou reconnu comme performant. Penser que le matériel humain, passez-moi l'expression, est quelque chose qui s'utilise comme une ressource matérielle, est une erreur fondamentale. Ça va. Donc il y a un effet de levier avec, évidemment, l'aspect humain. Donc l'aspect humain. Alors pourquoi le levier existe? Tout simplement parce que il prend le relais, ou il peut prendre le relais dans certaines conditions, ou dans certains cas, sur les activités que mène le manager. Donc il va l'alléger, et s'il l'allège dans ses tâches, eh bien il va pouvoir passer plus de temps à la réflexion et donc mener des actions encore d'envergure encore plus importante. Un petit peu la délégation, en quoi ça va consister et son objectif. Dans la délégation, il faut comprendre que ce n'est pas simplement une délégation de signature, par exemple, encore que, ou simplement des tâches subalternes, c'est-à-dire d'importance, comment dirais-je, très limitée. Ici, il s'agit bien de confier des tâches relativement importantes et dont le collaborateur devra assumer les conséquences. Donc là, on rejoint un petit peu
pour ceux qui vont suivre un petit peu les modules que je vais développer par la suite en termes d'amélioration continue, qui sera en fait de travailler sur l'autonomie des salariés. Donc il ne faut pas que le salarié vienne de manière systématique, pour des problèmes qui ne sont pas d'importance fondamentale, venir déranger le manager pour avoir des réponses à ces questions. Ça passe par la formation, évidemment, et la formation a une façon de faire, un processus, qui est conforme à ce que le manager envisage de faire. Donc, alors, on ne va pas rentrer dans une salle de formation, encore que peut s'envisager sur certains cas, ou certaines formes, mais c'est plutôt, on va dire, sur le lieu de travail, avec une espèce de rigueur et de formalisme, c'est-à-dire avec des limites quand même extrêmement précises, et ces limites peuvent évidemment évoluer, et c'est en ça qu'on va effectuer une formation. Alors tout ça ne dégage pas évidemment la responsabilité du manager, et donc le manager doit envisager d'effectuer des contrôles. Alors il ne faut pas perdre de vue que le contrôle est quelque chose qui coûte très cher, donc très cher en coût, tout simplement, et très cher également en temps passé. Ça va. Donc c'est pas une valeur ajoutée le contrôle, c'est une valeur non ajoutée. Plus vous multipliez les contrôles dans l'entreprise, et plus vous êtes en train de signaler que votre entreprise ne fonctionne pas correctement. Ça va. Donc il s'agit, alors maintenant, même si ça fonctionne correctement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas contrôler, mais on peut espacer les contrôles, c'est-à-dire qu'on va faire confiance aux gens parce qu'on les aura bien formés et qu'on leur délègue en quelque sorte la responsabilité des actes qu'ils vont poser dans l'entreprise. Alors évidemment, suite au contrôle, deux autres fonctions viennent s'ajouter, puisque dans un certain cas, on va avoir des échecs, et lorsqu'il y a des échecs, il faudra soutenir. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas briser un effort, on veut l'entretenir. Il y aura des échecs forcément, puisqu'il y aura des activités qui seront menées, et il y aura des décisions, et il y aura aussi à assumer des responsabilités. Donc ça veut dire que là, il ne faut pas enfoncer le collaborateur, mais il faut le soutenir dans l'échec. Alors ça ne veut pas dire non plus qu'on est au pays des bisounours, c'est qu'il faut faire absolument tout ce qui... comment dirais-je, pardonner un petit peu tout ce qui se fait, et ça ne veut pas dire non plus sanctionner tout ce qui se fait non plus. Ça va. Donc il y a des niveaux de bon sens en termes de régulation, en termes de soutien. Idem pour la valorisation. Alors ça, c'est surtout le soutien par rapport à la sanction. Ça, on retrouve assez facilement et de façon assez récurrente dans les entreprises. Par contre, valoriser, là, c'est beaucoup plus, comment dirais-je, épisodique. Et là, il est bon, en fait, de marquer un petit peu par des petits événements éventuellement, mais simplement par une prise de conscience de ce qui a été fait de façon positive, et de le dire tout simplement. Il ne s'agit pas non plus de faire des événements à chaque fois que un collaborateur ou une équipe réussit quelque chose. Les deux, évidemment, vont entretenir la motivation des collaborateurs. Alors ça, c'est un effort quand même assez important de la part du manager. Pourquoi? Parce qu'il doit d'abord lui-même se réguler, donc et avoir cette capacité à ne pas reporter les responsabilités chez les autres, donc à assumer ses propres responsabilités, et les responsabilités qu'il a confiées à ses collaborateurs. D'accord? L'objectif étant d'avoir des collaborateurs qui nous servent en quelque sorte de levier, ou qui participent plus exactement, donc à l'activité, et donc il ne faut pas casser évidemment l'esprit d'équipe. D'accord? Ce qui est quand même un des éléments qui est recherché au travers des collaborateurs. Et donc quand on motive les gens, eh bien on finit par les impliquer, et donc les impliquer, donc on ne va pas répéter, mais c'est la prise de responsabilité. Ici, je l'ai fait de haut en bas, comme ça, un peu comme un logigramme, mais en fait, ce serait plutôt comme une espèce de roue, en fait, c'est-à-dire où il n'y a pas de début ni de fin, ce sera quelque chose à entretenir de manière continue. Ça va donc au quotidien et d'être au très près des préoccupations des différents salariés. Si on a bien formé, confié, délégué, etc., enfin toutes les opérations qu'on a fait précédemment, eh bien on va obtenir l'autonomie des salariés, qui eux-mêmes vont refaire la même démarche. Donc ça, c'est vraiment un aboutissement, c'est-à-dire qu'ils vont réfléchir par eux-mêmes, ils vont effectuer des choix, donc ils vont pouvoir avoir plusieurs possibilités, et donc ils doivent à un moment donné choisir ce champ de possibilités et décider parmi les possibilités qu'ils ont, laquelle ils vont utiliser et pourquoi ils vont l'utiliser. De manière à ce qu'ils deviennent eux aussi des forces de proposition dans leur secteur d'activité, dans leur domaine d'expertise. Par conséquent, pour pouvoir obtenir des résultats avec toutes ces fonctions-là,
l'outil principal que va utiliser le manager, c'est l'outil de communication. C'est-à-dire il doit connaître le plus possible ou le mieux possible les outils qui vont lui permettre de communiquer, c'est-à-dire transmettre, et négocier, c'est-à-dire faire passer un message qui va être, comment dirais-je, assimilé par les collaborateurs. Donc quand on parle de négociation, on entend par là évidemment que l'objectif qui est dans la tête du manager, eh ben, il doit être vu toujours un petit peu à la baisse. Donc, il faut qu'il soit très ambitieux, évidemment, mais il faut être en capacité de tenir compte des ambitions, évidemment, des gens avec qui on va travailler, de manière à ce qu'on ait, en fait, toujours l'objectif central en vue. Et donc, on ne va pas ergoter sur des méthodes ou des façons de faire ou des choses comme ça. Donc, il faut quand même rester de façon globale et voir si vraiment le contexte est bien contenu dans ce qu'on veut établir avec les collaborateurs. Voilà. Donc ça, ensuite, on va voir donc les fonctions de gestion du manager dans la dia suivante.